Bienvenue à tous à notre deuxième webinaire de 2022. Je suis accompagné aujourd'hui de Maxime Hébert, responsable de la clientèle francophone à notre bureau à Bruxelles et bien évidemment aussi Senior Portfolio Manager. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous présenter les perspectives d'investissement pour 2022, une année mouvementée. Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser via le chat box qui se trouve à droite de votre écran et nous vous répondrons après le webinaire. Voilà, comme d'habitude, on a quelques graphiques pour vous, graphiques macroéconomiques afin de vous expliquer la condition de l'économie qui est toujours, selon nous, le fondament des bourses. Si l'économie va bien, les bourses ont encore assez de soutien pour monter. Et ce que vous voyez ici sont deux lignes, ligne bleue pour les États-Unis et ligne rouge pour la zone euro, très volatile. On voit la grande chute, ce qui était pendant la crise Covid et la reprise forte ensuite. Et aujourd'hui, on a des niveaux autour de 5% de croissance macroéconomique. En bas de la page, vous voyez le FMI et le OECD et la croissance estimée pour 2022 autour de 4% et selon le FMI 4,9%. Ce que vous voyez à droite aussi, c'est entre les parenthèses des chiffres légèrement plus élevés. Ce sont les dernières chiffres et aujourd'hui, vous voyez que ces chiffres sont baissés légèrement. Donc, on a évidemment les effets de crise Ukraine dont on parlera après. Ce qui est très important et un élément directeur dans l'économie totale, c'est le taux de chômage. Vous voyez qu'en Europe, dans la zone euro, la ligne rouge, on a dépassé le niveau pré-Covid. On a des niveaux en dessous de 7% de taux de chômage actuellement. Et aux États-Unis, on a dépassé les 4% et on approche le niveau pré-Covid de 3,5%. Et juste pour rappeler, le 3,5% était le niveau le plus faible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce sont pour les deux régions des chiffres forts. Et évidemment, la consommation dépend des consommateurs, évidemment. Et si le taux de chômage est faible, ça veut dire que beaucoup de gens ont de boulot et ça veut dire qu'on a de la confiance et on dépense, essentiellement pour l'économie. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est aux États-Unis, on voit que la création d'emplois est sky high. On peut dire ici, vous voyez clairement cette énorme tendance haussière. Et ici, c'est un graphique pour les derniers 20 ans. Donc, c'est remarquable qu'il y a une création d'emplois élevée. Et voilà, sans doute, vous avez déjà entendu parler que c'est difficile de trouver des personnes pour engager dans certains secteurs spécialement, mais de plus en plus, ça joue. Donc, ça a aussi un risque sur les salaires, parce que s'il y a de moins en moins de personnes disponibles, on doit offrir un package plus élevé pour les atterrir. Les commandes de biens durables, comme les TV, les vélos, les GSM, aux États-Unis va très bien encore. Vous voyez qu'on a aussi une graphique qui est très volatile avec le Covid, après le Covid, mais actuellement, on a un niveau autour de 18% de croissance et on compare avec le niveau de l'année dernière. Et si vous regardez bien, la petite ligne de fin de l'année dernière est cachée dans le niveau 0 et la ligne bleue, mais on compare avec des niveaux qui étaient légèrement positifs. Donc aujourd'hui, on a une croissance de 18% comparé avec un niveau positif il y a un an. Donc ça, c'est très bien parce que vous comprenez que plus de commandes, plus d'activité économique. Donc ainsi, un signal très, très fort. Un autre indicateur qui est toujours important pour nous, c'est les ventes au détail.
qu'est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on dépense dans les magasins, en ligne. Et vous voyez pour les deux zones économiques des chiffres très attrayants. La zone euro autour de 8% année sur année. Donc, de nouveau, on compare avec des niveaux dessus zéro, des niveaux positifs. Donc, c'est très, très fort. Et aussi, vous voyez la même tendance aux États-Unis, où on compare un niveau de 17% aujourd'hui avec un niveau autour de 15% il y a un an. Donc, de nouveau, une belle tendance positive pour les ventes au détail. Donc, évidemment, il y a aussi des risques. On a tous entendu ce qui se passe en Ukraine et les effets de cette crise, d'abord humanitaire, bien sûr, mais aussi des effets économiques sur le monde entier. Voilà, évidemment, un des effets le plus visible pour tout le monde, c'est l'inflation. Ce sont les prix qui montent. Les prix, quand vous cherchez de l'essence, on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui, que c'est tellement cher. On a connu des niveaux, des prix dessus 2 €. Ça fait du mal. Ça fait du mal à tout le monde, mais certainement à le consommateur qui a un budget mensuel qui est très précis et qu'il a besoin de chaque euro pour finir le mois. Et évidemment, si les dépenses pour l'essence montent ou pour le gaz, ça a un impact sur le niveau de consommation et peut-être à terme aussi sur la confiance. Donc, important à suivre. Oui, le choc exogène, peut-être quelques chiffres pour mettre ça un peu en perspective. À gauche, vous voyez le crude oil et vous voyez que la Russie, qui est le troisième producteur mondial de pétrole. Et à droite, vous voyez le gaz et vous voyez que la Russie aujourd'hui produit plus que 40% de la production mondiale. Donc, c'est un acteur très important. Et évidemment, avec tout ce qui se passe, cette carte géopolitique utilisée, les prix de pétrole et de gaz ont monté énormément. Un côté, ça fait du mal quand on doit payer, mais deuxièmement, sur l'inflation, ça a aussi un impact important. On parlera après. Ici, vous voyez encore l'évolution du prix du pétrole. Aujourd'hui, ça a descendu de nouveau un peu autour de 110 €. On a connu des niveaux intraday de 130, même un peu plus. Donc, il y a une énorme volatilité. Et cette volatilité est nourrie par le sentiment court terme. Il y a de bonnes nouvelles, ça descend. Il y a des mauvaises nouvelles, ça monte. Et en plus, on a ce qui se passe en Chine avec le Covid et les nouveaux lockdowns. Certaines villes qui sont en lockdown. Des grandes villes, on parle immédiatement de 25 millions, 35 millions, comme Shanghai, de personnes en lockdown. Ça veut dire une demande beaucoup plus faible et immédiatement, on voit un impact sur le prix du pétrole. Dans le gaz, vous voyez aussi, c'est la carte que Poutine utilise. Les prix sont fort montés de nouveau. Ce qui est important à voir, c'est le niveau il y a un an. Il y a un an, notamment dans le pétrole, vous voyez un niveau très faible et aujourd'hui un niveau très élevé. Donc, vous comprenez que l'inflation qui est mesurée année sur année, que le niveau actuel comparé avec le niveau d'il y a un an est énorme. Donc, l'impact sur l'inflation totale est aussi très important. Le jour que Poutine a décidé d'envoyer ses armées en Ukraine, on a immédiatement posé la question sur l'importance économique. De nouveau, on est d'accord qu'on est tous concernés pour la crise humanitaire sur place, mais en même temps, on doit faire une analyse sur l'impact pour le climat d'investissement et est-ce qu'il faut faire quelque chose dans la politique d'investissement. Donc, vous voyez ici que la Russie est numéro 11
dans la liste des plus grandes économies mondiales. Et vous voyez que l'Ukraine est numéro 40. Donc, on a encore deux économies qui sont, on peut dire, pas très important point de vue masse économique. Si vous avez que les 5 plus grandes économies représentent presque plus que 50% de l'économie mondiale, vous comprenez que numéro 11 et numéro 40 sont pas super importants. Bien sûr, on ne parle pas des side effects de la crise, mais simplement de l'économie de ces deux pays concernés. Un élément important ou intéressant, c'est la Chine. La Chine est un partenaire commercial très important pour l'Ukraine, mais pas seulement pour l'Ukraine, mais dans les deux sens. L'Ukraine produit aussi des grains, par exemple, qui vont vers la Chine, qui en a besoin, parce que la Chine dépend de l'importation pour nourrir sa population. Et vous voyez que c'est une importation-exportation qui est relativement équilibrée. Et c'est quand même intéressant que la Chine joue toujours un rôle un peu, on peut dire, spécial, dans cette crise. La Chine n'a pas suivi les pays occidentaux dans les sanctions. La Chine a encore des accords avec la Russie. Mais, OK, ce sont c'est peut-être une stratégie un peu plus opportuniste de la Chine. Ils peuvent acheter le gaz à des prix réduits. Ils en ont besoin, donc ils profitent de la situation. Mais c'est quand même bizarre comment la Chine se comporte vis-à-vis l'Ukraine, point de vue l'importance des exportations et importations. On revient à l'inflation, parce qu'on en a parlé, l'inflation monte, ça vous voyez clairement ici, la ligne blanche monte, zone euro, chiffre autour de 6%. Et si on fait un breakdown de cette ligne, cette chiffre de presque 6%, on voit deux components clés dans la composition, c'est le transport et l'énergie. Voilà, l'énergie, vous comprenez, on en a parlé, le gaz, le pétrole, l'électricité, la consommation à la maison, domicile. Mais le deuxième component, c'est le transport. Et le transport a aussi souffert, notamment pendant la crise Covid. Vous voyez au milieu de la graphique que ces petits carrés roses sont en négatif pendant la Covid-crise, donc les prix étaient en forte pression et aujourd'hui on a on peut dire presque une compensation pour cette période, mais malheureusement avec tout ce qui se passe dans le monde et les sanctions, on voit que ça reste important comme component et ça va durer encore un peu, on espère. On pense, je veux dire, on espère certainement pas. Aux États-Unis, on a aussi deux components. C'est un côté l'énergie, c'est pareil, et l'autre côté, ce sont les biens durables qui sont devenus très importants. On a aussi le côté service, le bleu, qui était toujours présent, on peut dire, mais vous voyez que les components orange ont fortement monté depuis un an. Et ce sont les biens, donc sans la nourriture, sans l'énergie, donc plutôt les biens durables et non durables. Donc, de nouveau, on parle des télévisions, des vélos, ce qu'on utilise dans la maison, dans les jardins, dans les bureaux, etc., etc. Donc, il y a clairement une augmentation des prix qui est introduit dans l'économie et on doit tous payer aujourd'hui. Si on regarde les anticipations de l'inflation, vous voyez des niveaux relativement acceptables. Un niveau pour la zone euro autour de 2,18% et aux États-Unis 2,61%. Donc ça, c'est remarquable. C'est ça l'inflation anticipée. Ça veut dire qu'on voit
l'inflation descendre de nouveau. Et cette histoire, on entend déjà longtemps, hein, parce que tout le monde avait déjà prévu un niveau d'inflation plus faible aujourd'hui qu'il y a 6 mois, mais malheureusement, avec la crise en Ukraine, c'est reporté. Mais on voit toujours que l'inflation va descendre vers la fin de cette année, début 2023. Et ça, c'est très important hein, parce que les banques centrales basent leur politique monétaire hein, dans l'augmentation des taux d'intérêt hein, sur l'inflation actuelle, mais aussi sur l'anticipation. Donc, on sait déjà que M. Powell, hein, le président du Fed aux États-Unis, a déjà communiqué 6 rate hikes, hein, augmentation des taux d'intérêt. Le premier, on a déjà derrière nous, donc on aura encore 5 devant nous, peut-être encore 2 en plus, ça dépend. Avec une vision, une stratégie flexible, ils ont dit, ça veut dire on nous laisse guider hein, par les chiffres. Si on voit que l'économie ralentit ou si on voit que l'inflation descend, on peut arrêter à augmenter les taux. Mais pour l'instant, hein, ces 6 augmentations sont ont été annoncées et on doit tenir compte de ces augmentations. Est-ce que ça, c'est un grand problème? Je pense pas nécessairement parce qu'on aura toujours des niveaux relativement faibles hein, pour les taux à court terme et actuellement aussi pour les taux à long terme. L'économie peut continuer à tourner avec un taux d'intérêt autour de 2%, hein, taux court terme autour de 2%, 2,5%. Ça n'est pas immédiatement un frein lourd sur l'économie, sur la croissance économique. Si on regarde le taux d'intérêt, vous voyez à gauche la ligne bleue, c'est le taux à 10 ans qui monte, hein, qui monte vite. Et vous voyez en Europe hein, que le taux aussi plus élevé monte aussi à dépasser les 0% et se trouve autour d'un demi%. À droite, vous voyez, c'est un petit peu plus précise. Hein, si on regarde la ligne bleue, États-Unis, vous voyez les petits carrés rouges qui sont liés à la durée de chaque taux, donc la durée de 5 ans, un taux juste en dessous de 2,5%, hein, par exemple le taux à 30 ans, tout à droite à un niveau de 2,5%. Donc vous voyez que beaucoup des durées ont le même niveau, plus ou moins, juste les taux très courts. En Europe, c'est encore un peu plus graduel. Hein, on a encore pour les taux à court terme des rendements négatifs, mais on a pour la plupart, à partir de 10 ans et plus long, un taux autour de 0,5%. Il y a une grande différence entre les taux, les deux, et 1,7 à 1,8%, ce qui est aussi un élément important. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, hein, et ça c'est toujours la grande question, hein, est-ce que le risk-free return, hein, donc le rendement des obligations, est-ce que ça pose une alternative hein, pour les actions? Hein, parce que les actions, c'est risque et return, et les obligations, on peut dire, c'est un faible risque et un return plus faible, mais stable. Et nous pensons avec les taux actuels, même les taux aux États-Unis autour de 2,5%, corrigé pour l'inflation, donne toujours un rendement réel qui est négatif. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup d'investisseurs privés ou institutionnels qui aujourd'hui disent, voilà, je vais vendre 10 ou 20 ou 30% de mes actions pour les réinvestir dans les obligations afin d'obtenir des rendements hyper faibles, 2, corrigés pour l'inflation négatif, et 3, dans un climat où les taux d'intérêt montent, ce qui fait baisser mes prix d'obligations. Donc, nous pensons non. Hein, les obligations ne constituent pas une alternative aux actions actuellement. Cette différence des taux, hein, on vient d'en parler, entre le taux à 10 ans, par exemple, États-Unis et l'Europe,
hein, est toujours en faveur des États-Unis. Et ça soutient le dollar. Hein, vous voyez en bas un dollar qui est forte, hein, ou fort, autour de 1,10. Voilà, une récompense plus élevée pour les revenus fixes. On voit que la croissance économique aux États-Unis sera probablement plus élevée cette année que dans la zone euro. On voit évidemment avec l'incertitude en Europe, hein, que l'euro est moins préféré et on choisit ce qu'on appelle le safe haven currencies, les valeurs, les monnaies de refuge, hein, comme le dollar ou le franc suisse, hein, qui est aussi hyper fort, ou le yen. Donc, pour l'instant, c'est très favorable pour le dollar. Le jour que la crise Ukraine est derrière nous, on peut avoir une légère appréciation de euro. Finalement, est-ce que les marchés sont chers ou pas? Hein, ce qu'on dit souvent, les marchés sont trop chers, il faut sortir ou il faut certainement pas commencer à investir. Actuellement, et certains d'entre vous certainement reconnaître cette graphique, la ligne bleue, c'est la valorisation des marchés et la ligne jaune, c'est le marché même. Ici, on regarde le S&P 500 et vous voyez que la ligne jaune, voilà, on voit tout à droite la correction qu'on a eue, la reprise en cours. Mais entre-temps, vous voyez aussi cette année, pardon, 2021, hein, que la valorisation a fortement baissé. Aujourd'hui, actuellement, autour de 25 fois. Hein, et vous voyez la flèche verte en bas à droite, avec un moyen de 22,5. Donc, le marché américain est un peu plus élevé, plus cher, on peut dire, que sa moyenne, mais beaucoup moins qu'avant. Hein, donc, c'est intéressant à savoir, hein, que ça pose une opportunité, hein, si on commence à investir ou si on veut savoir si il faut rester, hein, dans des actions américaines ou pas. En Europe, hein, ici c'est le Eurostock 600. Vous voyez aussi la chute de marché, hein, la reprise. On a compensé presque le moyen de la chute. Et ensuite, la ligne bleue qui est fortement descendue et qui est actuellement autour de 16, avec un moyenne sur 5 ans de 23. Donc ici, on peut dire que le marché est très, très bon marché, hein, et pourra représenter une opportunité d'achat. Voilà. Ensuite, il faut traduire, hein, toutes ces analyses macroéconomiques dans une stratégie. Et pour cette stratégie, je donne la parole à Maxime. Merci Victor. Donc, je vais aujourd'hui vous expliquer notre vision, donc les perspectives 2022, avec évidemment une réévaluation suite au premier trimestre qui a été quelque peu mouvementé. Donc, ce que nous faisons, nous, de notre côté, c'est que nous gardons une gestion active, notamment au niveau des actions dans le portefeuille. Donc, vous voyez ici, historiquement, c'est un graphique qui commence au début de 2020, avec le début, donc l'annonce de la crise Covid, le choc Covid qui a donc fait dégringoler les marchés de plus de 40%, la plupart des indices européens notamment. Et donc là, nous avions une gestion vraiment, nous avons vendu progressivement, vous voyez, 3 points de vente en 2020 qui sont donc chacun de 10%, ce qui a fait donc alléger les portefeuilles pour une protection optimale. Et ensuite, le challenge était donc de réactiver le portefeuille et donc de re-rentrer dans le marché et de procéder à différents achats. Et donc là, vous voyez progressivement les achats en vert sur toute l'année 2020. 2021 a été beaucoup plus linéaire, hein, linéaire à la hausse. C'était une année exceptionnelle. Nous avons donc juste au mois de septembre, lors des derniers résultats donc le trimestre, le troisième trimestre, nous avons simplement réduit un petit peu l'exposition
notamment aussi dû aux valuations des marchés qui avaient beaucoup augmenté. Et donc là, on a réduit de 7%. Aujourd'hui, vous voyez sur l'année 2022, donc on voit la correction de début d'année, correction qui est due principalement à la crise ukrainienne et à la pression géopolitique qu'il peut y avoir autour de cette crise, mais très peu et encore pour le moment, comme vous l'avez vu avec Victor, il n'y a pas de fondement macroéconomique dans cette crise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous restons exposés à 92% sur un profil dynamique car nous avons donc une croyance dans notre sélection qui est très résiliente, notamment en période de crise, mais aussi qu'aujourd'hui, le choc exogène n'a pas de fondement macroéconomique. Et donc, dans ce sens, nous restons principalement exposés aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis ? On le voit ici, donc, c'est une comparaison entre chaque région du monde investissable face donc à l'indice mondial des actions. Vous voyez que les États-Unis, donc le MSCI USA, surperforment de 9% l'indice mondial des actions. Ceci montre vraiment la résilience et la résistance en phase de crise des États-Unis. Vous voyez que l'Europe est un tout petit peu sous-performante, donc avec moins 3%, et ensuite les différentes régions, donc Japon, Pacifique, marché émergent qui est en queue de peloton et avec moins 17% par rapport à l'indice mondial des actions. Donc, si on regarde sur un an, vous voyez la petite référence en bas à gauche. L'indice mondial des actions a fait 14% de performance. Donc, on est toujours positif malgré la correction de début d'année. Décliné dans notre portefeuille, vous voyez que nous avons presque 58%, donc la part en vert, investie dans des entreprises américaines, que ce soit donc dans plusieurs secteurs, mais donc qui ont leur siège aux États-Unis et dont le marché principal est les États-Unis. Aujourd'hui, on voit que l'impact économique aux États-Unis de la crise en Ukraine est très faible. Ce que nous avons vu cependant, donc, c'est l'impact de l'inflation. Et alors là, nous déclinons différemment le portefeuille avec des sociétés qui ont un pricing power, qui ont la possibilité de répercuter cette inflation de leur coût d'achat sur leur prix de vente. Vous voyez également que nous sommes très peu exposés au marché émergent. Donc, l'impact de la sous-performance des marchés émergents est quasi inexistant dans notre sélection, dans le portefeuille. Au niveau sectoriel, donc aux États-Unis, à peu près 20% de l'indice principal S&P 500 représente des sociétés technologiques, donc le secteur IT que vous voyez tout à gauche. Dans notre portefeuille, nous avons un peu moins de 25% investis, donc la colonne verte, face donc au benchmark qui est l'indice mondial des actions. Vous voyez qu'on est un petit peu plus surpondéré, donc nous avons un peu plus investi dans le secteur IT. Également pour la santé, qui est le second secteur le plus représenté dans notre sélection. Vous voyez qu'en santé, on est un petit peu aussi surpondéré par rapport à l'indice, le secteur qui a très bien performé depuis le début de l'année, en tout cas qui est plus résistant. C'est un secteur plus cyclique. Vous voyez l'industrie également, la consommation, les matériaux de base qui sont mis très en avant, notamment avec la hausse des prix des matières premières. Les sociétés liées à ce secteur matériaux de base ont très fortement progressé et donc ont permis à la sélection d'être plus résistante en période de baisse, donc voilà, d'autres secteurs. Et en dernier un peu, vous voyez les services publics et l'immobilier qui pour nous ne sont pas des convictions actuellement. La forte volatilité du début d'année, vous voyez donc sur le graphique tout à droite, c'est 2022, donc jusqu'à la semaine dernière. Vous voyez
une forte volatilité avec une baisse de 13% sur l'indice mondial des actions. 13% en quelques mois, en fait, en 2 mois et demi, avec une reprise encore plus rapide. Vous voyez qu'en moins d'un mois, l'indice a repris 8,5%. Donc aujourd'hui, on voit que les investisseurs évaluent toujours un fondement macroéconomique avec un potentiel donc sur les marchés actions. Donc aujourd'hui, on se focalise sur l'achat pendant les périodes de correction et notamment un creux comme celui-ci, c'est une opportunité pour un nouvel investisseur de pouvoir progressivement construire un portefeuille dans le temps et capitaliser sur des points d'entrée intéressants. Comme vous voyez ici, un bon point d'entrée parce que la volatilité est importante dans un sens, mais également dans l'autre. Donc, il est important de construire progressivement et surtout de rester en partie investi, si ce n'est principalement investi en actions. Au niveau des actions, nous avons identifié des secteurs à fort potentiel de reprise. Les secteurs donc à fort potentiel de reprise actuellement sont les secteurs IT, le secteur technologique, la santé, la consommation cyclique et également l'industrie. Mais avec en tête le secteur technologique, parce que nous avons donc analysé que la moitié des actions ayant gagné plus de 10% depuis le 8 mars, le 8 mars étant la date du point le plus bas depuis le début de l'année, dans notre sélection sont des sociétés technologiques européennes et américaines. Vous voyez, ASML a une performance actuellement depuis le début de l'année de plus 10,4% face à son secteur. Ce n'est pas face à l'indice mondial des actions, ce serait bien plus. Là, c'est face au secteur technologique. Également, Nvidia, 10,15% supplémentaire par rapport à son secteur. Donc, le stock picking est essentiel et le stock picking dans le secteur technologique est actuellement un bon pari. Vous voyez Amazon également plus 8% face donc à son secteur consommation cyclique. Sonova, société donc dans la santé, producteur d'appareils auditifs, plus 9%. Et United Rentals, plus 6% face à l'industrie. United Rentals, qui est une société de location de matériel industriel et pour la construction. Au niveau obligataire, d'un autre côté, là, nous voyons que les primes de risque sont très élevées sur le marché obligataire. Sur la première partie, vous voyez aux États-Unis, donc les 4 premières lignes représentent les États-Unis et ensuite l'Europe. Si on regarde donc l'encadré rouge, vous voyez que les petits points bleus représentent notre position actuelle, alors que les points orange sont la moyenne sur les 6 derniers mois. Vous voyez que les points bleus sont bien au-dessus de la moyenne des 6 derniers mois, c'est-à-dire ce qui indique en fait que les primes de risque sont très élevées et que le marché obligataire est tendu. Donc, nous sommes dans une période où le marché obligataire n'est pas une alternative pour les actions. Quelle est la solution pour exploiter le marché obligataire? Donc, pour les portefeuilles Welceon au niveau obligataire, donc vous savez que vous avez toujours une poche obligataire dans chaque profil de risque, excepté le dynamique qui est 100% action. Donc, les perspectives aujourd'hui, vous savez que nous sommes en période de hausse de taux annoncée par la Fed et qui devrait prochainement arriver pour la BCE. Nous sommes également en période de forte inflation. Alors, les solutions face à une période de forte inflation sont les obligations, notamment indexées à l'inflation, qui permettent de pouvoir compenser la perte en valeur des obligations avec cette indexation du coupon sur l'inflation. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en évolution et nous voyons que c'est intéressant d'utiliser les obligations à coupon variable et non pas à coupon fixe.
La durée, très important, il faut garder une maturité très faible, donc les plus courtes possibles. Quand on parle de courtes, c'est qu'on va jusqu'à 3 ans maximum. Et donc là, on reste en dessous de la moyenne du marché et très peu sensible par rapport à la hausse de taux. Malheureusement, nous voyons que les marchés obligataires sont quand même en baisse. Et donc, il ne faut pas espérer avoir un gain aujourd'hui sur le marché obligataire. Cependant, pour les nouveaux clients, il est intéressant de rentrer aujourd'hui sur des maturités courtes parce que les obligations valent, par exemple, au lieu de valoir 100 comme à l'émission, elles valent plutôt 98, 97. Et donc, le point d'entrée est intéressant parce que dans 3 ans, on est remboursé à 100. Et donc là, la plus-value sera faite à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, nous maintenons malgré tout une sous-pondération dans les obligations et toujours avec une notation high investment grade pour éviter donc d'intégrer plus de risques que nécessaire dans le portefeuille. Vous voyez l'allocation actuelle, donc principalement supérieure à A ou alors triple B pour la qualité donc de la notation. On est plus ou moins équilibré entre la dette d'État et les dettes donc d'entreprise et la gestion de la volatilité. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est la sensibilité des obligations face aux hausses de taux. Et donc là, on est principalement sur des maturités de 0 à 3 ans. Globalement, les résultats historiques, donc en euros hors frais, arrêtés au 23/03/2022, vous voyez que sur un an, avec les différents profils, donc on va du profil défensif jusqu'au profil dynamique qui est tout en bas. Donc défensif, c'est 80% d'obligations, 20% d'actions. Dynamique, 10% d'obligations ou cash. Ici, dans ce cas, c'est du cash. Et 90% d'actions. Donc la partie risque est dans la deuxième colonne. Et vous voyez donc sur un an, un profil dynamique fait 11,17% de performance. Si on va sur un profil équilibré, c'est 5,41%. Et si ensuite on va de différentes colonnes, vous voyez donc que ce sont les performances annualisées. Donc vous avez sur 3 ans un profil équilibré, on est à 7,4%. Et depuis 2010, donc maintenant 12 ans d'historique, vous avez 6%, 6,10% sur un profil équilibré et sur un profil dynamique, 9,51%. Donc, en termes de stratégie, sur le long terme, on voit clairement que les profils ayant plus d'actions permettent d'avoir un plus grand rendement. Cependant, ils sont aussi atteints de plus de volatilité et il faut en être conscient aujourd'hui. Je vais laisser maintenant Victor faire la conclusion et je vous remercie pour votre audience. Merci, Maxime. Intéressant à entendre et ça nous vient arriver à la conclusion. Voilà. Croissance économique, c'est la base pour tout. Aujourd'hui, on voit des prévisions au-dessus de la moyenne, mais toujours, n'oublions pas les effets de la crise ukrainienne, mais on voit des niveaux attrayants pour 2022 et aussi pour 2023. Très probablement, ça sera attrayant encore et ce qui est très important, au-dessus de la moyenne pré-Covid. Donc, ça donne une opportunité. La valorisation des marchés en actions, on en a parlé, on voit des niveaux attractifs, un petit peu plus cher que la moyenne pour les États-Unis, très bon marché pour la zone euro, et on a la même situation en Japon et en Chine. Donc, ça, c'est un argument d'achat. Inflation, certainement un élément de risque qui peut réduire
la croissance macroéconomique, qui influence fortement la consommation. Mais pour l'instant, on ne voit pas encore un impact sur la consommation. Le fait voilà, a un dual mandate, un côté l'emploi et l'autre côté gérer l'inflation, a clairement annoncé les hausses des taux. On pourrait dire que cette annonce est maintenant intégrée dans les niveaux des marchés. C'est à voir. Est-ce que le marché va accepter chaque augmentation des taux ou pas? Mais en tout cas, ça a été communiqué. Le marché le sait. Ce n'est pas une surprise. Ça ne va pas causer un choc quand il y a une augmentation de marché. Donc, ça, c'est très important. Et pour l'Europe, le BCE, voilà, ils ont annoncé leur fin du programme d'achat un peu plus vite que prévu. Ils n'ont pas encore annoncé des augmentations des taux. Peut-être à la fin de cette année, une augmentation, peut-être encore un ou deux en 2023. Mais si les estimations d'inflation seront la réalité, on aura de nouveau d'inflation autour de 2,5% et ça va donner moins de pression sur les banques centrales. Donc, obligations bien adaptées à cet environnement infavorable, on peut dire, les taux d'intérêt qui montent, donc une durée courte pour protéger le portefeuille obligataire, la poche obligataire. Et pour la poche action, on définit l'outlook neutre pour nous. Neutre, ça veut dire il faut rester investi, on peut construire un portefeuille, il faut aller lent pour construire un portefeuille, mais il y a certainement des opportunités. Il y a encore une base de croissance pour l'économie qui est pas mal, ce qui donne assez de fondements pour les bourses, pour les actions, de se développer avec une croissance de profit attrayant. Les questions. Voilà, je regarde vite l'heure et je vois qu'on a dépassé le demi-heure qu'on essaye de respecter. Donc, je vais me limiter à la première question qu'on a reçue, ce qui est lorsque la crise ukrainienne sera terminée, 2022 sera-t-elle encore une bonne année d'investissement? Oui, c'est une bonne question. Comme je viens de dire, je pense que ça pourrait être encore une bonne année d'investissement, 2023 aussi, mais bien évidemment, la crise ukrainienne et le timing, je pense, c'est très important. Si la crise se termine avant l'été, l'impact par exemple, les prix de l'énergie et par exemple alimentaires qui sont élevés, cet impact sera limité sur la croissance de l'économie mondiale et aussi important en Europe. Si la crise dure jusqu'à la fin de l'année 2022, on sait déjà que l'économie mondiale connaîtra une croissance inférieure de 1,5% environ. Donc, le taux de croissance attendu de 4,5% sera finalement 2,5-3%. C'est moins attrayant, mais toujours encore plus élevé que la croissance moyenne des dernières années avant la crise Covid. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On peut avoir un peu de nouvelles négatives de temps en temps, mais en même temps, il faut le mettre en perspective. Donc, tout dépendra donc de la confiance des consommateurs qui se traduit par ces dépenses ensuite, évidemment, la croissance des bénéfices des entreprises. Ça doit rester au niveau. On doit toujours rester investi dans des secteurs qui tournent bien. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'impact des investissements des entreprises et des pouvoirs publics qui aussi sont très importants. Et voilà, on voit qu'il y a prévu beaucoup des investissements, notamment par exemple maintenant dans la défense. C'est peut-être un secteur qu'on n'aime pas trop, mais aussi nécessaire et aussi un élément qui fait tourner l'économie.
Donc, dans l'ensemble, 2022 pourrait être une année d'investissement raisonnablement bonne, mais beaucoup dépend du timing de la crise ukrainienne. Voilà, les autres questions, on va vous répondre par email après le webinaire. On arrive à la fin. J'espère que vous avez eu une bonne image des perspectives pour 2022. Nous sommes, comme d'habitude, à votre disposition pour organiser une réunion ensemble. Vous pouvez nous suivre aussi via LinkedIn et Instagram. On fait régulièrement des posts pour vous tenir au courant. Donc, certainement, n'hésitez pas de suivre ces pages. Et voilà, au nom de Maxime et toute l'équipe de Wealthion, je vous remercie de votre participation et nous espérons vous revoir de vive voix prochainement. Ceci est la fin du webinaire.